Avant les explorations coloniales du XVIIe siècle, dans le sud-est de l'État du Michigan, se trouvait un repère de chasse et de pêche pour la population autochtone. Face à une rivière et près du lac, le lieu était déjà stratégique pour l'homme. Les premières traces de la ville de Fort Pontchartrain du Détroit, fondée par Antoine de la Motte Cadillac, remontent en 1701. Elle n'était alors qu'un comptoir colonial qui deviendra plus tard Détroit. Au milieu de tensions, les Français la perdront. La ville passera alors sous le joug anglais, puis deviendra américaine dès l'indépendance pour devenir la capitale du Michigan en 1805. La ville connaît alors plusieurs périodes de croissance grâce à sa position stratégique et ses liaisons fluviales, ferroviaires et routières avec le Canada et la région des Grands Lacs. Parallèlement, la ville de Windsor, sa jumelle de l'autre côté de la rivière, se développe. Après l'incendie de 1805, Détroit est détruite pour être de nouveau reconstruite à l'image de la capitale Washington D.C. Elle se développe suivant une structure en semi-auréole dont le noyau est le downtown qui héberge les premiers établissements publics ainsi que la majeure partie des activités économiques. De ce plan étoilé partent plusieurs avenues dont 3 diagonales qui viennent rompre la structure en damier du reste de la ville. Les rues se croisent à angle droit et forment un plan en grille accentué par la verticalité des édifices qui forment la skyline. Les grandes avenues offrent ainsi de grandes perspectives sur Midtown. Durant le XIXe siècle, Détroit se développera économiquement grâce à l'industrie ferroviaire et maritime. Laissant downtown au secteur bureaucratique, Midtown abrite petit à petit des points d'ancrage majeurs tels que la Wayne State University, Detroit Medical Center, le système de santé Henry Ford et le College for Creative Studies. Un ensemble de quartiers constitue cette communauté, dont New Center, Techtown, Art Center, North Cass, Cass Park et Brush Park sont les plus représentatifs. Par ailleurs, ce quartier a l'un des taux de criminalité les plus bas de la ville, en partie à cause de ses relations avec la police de la Wayne State University, qui patrouille dans le quartier en plus de la police de Détroit. En 1869, Holt, le premier producteur de masse d'automobiles aux États-Unis, s'installe à Détroit. D'autres constructeurs se lancent dans cette nouvelle industrie, comme le célèbre Henry Ford, qui y conçoit son usine d'assemblage à la chaîne, permettant ainsi de recourir à une main-d'œuvre peu qualifiée. Cette industrie réussit à attirer une population d'immigrants et une population noire fuyant les tensions des États du Sud. La ville, que l'on nomme depuis Motor City, connaît alors une expansion fulgurante, atteignant plus d'1 600 000 habitants en 1940. En conséquence de cette explosion démographique, la ville réagit et mute. Son plan en grille et ses grands axes vont se répandre de plus en plus loin, notamment grâce à la planéité du paysage. Face à cette mutation, seules les communes de Highland Park et de Hamtramck refusent de se joindre à cette ville en expansion. L'après-guerre n'a pas été une période radieuse pour Détroit. Ainsi, depuis 1950, la ville subit une chute démographique. Ce phénomène s'est accentué avec l'apparition de mouvements syndicaux d'une part, et de l'abandon des usines de construction depuis le début de la mondialisation d'autre part. Mais c'est surtout après les protestations de 1969, qui ont eu comme conséquence le phénomène du White Flight, que la population blanche fuit de manière accrue la ville vers les suburbs de Oakland County et de Wayne County, où plusieurs suburbs étaient construits sur base raciale. La 8 Mile Road symbolise cette frontière créée aujourd'hui entre les deux populations. Un fossé entre blancs et noirs, pauvres et riches. Cet exode massif dispersera la richesse de Détroit vers les autres comtés, laissant les suburbs à l'abandon. L'étude de la ville de Détroit tente à montrer que l'organisation spatiale d'une ville mono-industrielle est un mauvais modèle pour le développement d'une population sur long terme. De plus, celle-ci a une incidence sur l'organisation du crime. Laissant les suburbs à l'abandon, la criminalité va augmenter et faire entrer les quartiers dans une spirale n'arrangeant pas le regard, parfois sous couvert de préjugés, que le visiteur peut avoir de Détroit. L'élite de Détroit commença à s'installer dans les quartiers éloignés des usines tels que Rosedale Park, English Village et Palmer Woods, et de plus en plus dans de nouvelles banlieues. Dans les rues curviligne de Birmingham, de Bloomfield Hills et de la Grosse Pointe, de grands constructeurs automobiles construisent des châteaux français factices, des maisons de plantation de style méridional, des manoirs Tudor et des maisons coloniales de Nouvelle-Angleterre. Ford y a construit son vaste domaine, Fair Lane, dans la banlieue de Dearborn, dans un style européen éclectique,
regorgeant de plafonds voûtés, de boiseries sculptées et de verres au plomb. Les cadres moyens s'étendent sur la région, en particulier dans les nouvelles banlieues telles que Southfield, Livonia, Farmington et Sterling Hills. Le comté d'Oakland, au nord de Détroit, avec sa campagne légèrement vallonnée et sa profusion de petits lacs, est devenu la communauté de choix de nombreux dirigeants du secteur de l'automobile. Dès la seconde moitié du XXe siècle, il était l'un des comtés les plus riches des États-Unis, un lieu profondément façonné par la concentration de la richesse. Celle-ci n'est donc pas bien loin de Détroit et on peut, à titre légitime, se dire que la machine va se relancer tôt ou tard. Détroit semble donc s'être embourbé dans son image de Motor City que les pouvoirs croyaient peut-être infinie. C'est en 2013 que la ville est mise strictement sous les feux des projecteurs mondiaux. Sa mise en faillite sonna clairement le besoin d'un renouveau et de recherche de nouvelles stratégies pour le devenir de la ville. L'architecture et l'urbanisme sont d'une façon une traduction spatiale de la société sur un territoire. Dans le cas de Détroit et des villes américaines en général, la production architecturale est très révélatrice de tendances spécifiques au contexte américain. Le quartier de North End, qui faisait partie de Hamtramck, a été annexé à la ville de Détroit en 1891. Son premier développement résidentiel a débuté en 1892 avec la construction du parc Arden. Le district fut connu pour sa diversité architecturale et ses communautés ethniques depuis 1920 grâce aux industries automobiles. C'est le foyer de l'industrie de la musique qui a accueilli certaines des plus célèbres personnalités de la soul et du R&B de tous les temps, comme James Brown. Après le déclin de la ville, les espaces vacants dont ceux de North End sont considérés comme des infrastructures pour de nouveaux projets. Des efforts sont ainsi faits pour revitaliser ces espaces. Par exemple, en 1994, une association locale appelée Vanguard Community Development Corporation met tout en œuvre pour faire de ce lieu un meilleur quartier pour vivre, travailler et visiter. Leurs objectifs sont de rétablir un sentiment d'espace, de rassembler des résidents divers et de promouvoir le développement économique. Enfin, nous pouvons clairement voir que les voitures prennent le contrôle de la ville. L'extrémité nord n'est pas une exception, il existe de nombreux parkings dans la région, ce qui nous interroge sur le rôle des voitures à Détroit. Aujourd'hui, North End apparaît comme un échantillon représentatif de ce qui se passe dans la ville de Détroit. Un échantillon que nous, architectes, utilisons pour expérimenter et émettre des hypothèses par le projet d'architecture. Ces contrastes entre pauvreté et richesse, entre noir et blanc, entre ville et suburbs, sont les éléments les plus surprenants laissant une grande impression chez nous. En tant qu'architecte, de nombreuses questions nous préoccupent. Comment pouvons-nous planifier un projet dans une ville où des maisons abandonnées et des maisons usagées se trouvent sur le même terrain? Qu'est-ce qu'un projet dans une ville vacante ou dense? Et comment pouvons-nous tirer parti de cette hiérarchie déséquilibrée?